Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la peau d'un président. Ce podcast, comme vous le savez, a pour but d'interviewer des entrepreneurs afin qu'ils donnent leur pragmatisme et surtout des solutions pour redresser la France. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer Hervé Novelli. Bonjour. Hervé, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, je vais vous proposer de vous présenter et puis on rentrera dans notre jeu de questions-réponses. Entendu. Je vous avais parlé d'entrepreneur. Et c'est exactement comme cela que je me définis tout au long de ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé par être entrepreneur avant de rentrer en politique. Et je suis redevenu entrepreneur après à un stage prolongé dans la vie publique. J'ai été entrepreneur au début, à la sortie de l'université de Dauphine. J'ai été embauché comme salarié dans une organisation professionnelle. Et puis, très, très rapidement, mon père, qui avait créé 2 petites entreprises, l'une à Paris, l'autre en province, est décédé. Et j'ai donc dû reprendre ces 2 entreprises familiales qui avaient quelques dizaines de salariés chacune dans la technologie médicale, paramédicale, puisque mon père faisait des prothèses et des orthèses pour handicapés physiques. Donc, j'ai été projeté quasi brutalement dans ces 2 entreprises que je connaissais par ailleurs, parce que lorsque vous êtes fils d'entrepreneur, eh bien, vous participez aux soucis, aux commentaires, aux réflexions, aux projets de l'entrepreneur dans la famille. Et j'ai été confronté tout de suite au sujet de la transmission, qui est un sujet majeur pour les petites et moyennes entreprises, puisque j'ai dû reprendre immédiatement ces 2 boîtes, sinon elles périclitaient faute de repreneurs. Et j'ai dû le faire puisque j'avais 2 sœurs, une vivait en Italie et l'autre en Corse, qui rendait impossible qu'elles s'impliquent. Donc j'ai repris ces boîtes je dirais sans expérience forte, même si je connaissais tous les problèmes de ces deux entreprises et ce qu'elles faisaient. Et j'y avais été, je connaissais, mais je n'étais pas confronté au réel, et je me suis confronté à cet univers de la petite et moyenne entreprise. À vrai dire, j'avais été confronté au monde du travail assez rapidement parce que j'avais quelques propensions à ne pas travailler de manière trop démesurée à l'université. Donc mon père m'avait fait faire un CAP de mécanique de précision, ce qui a été pour moi une révélation, et j'ai découvert le monde du travail, ce qui est toujours très important. Donc voilà, donc je reprends ces 2 boîtes dans les années 80, et au bout de quelques années, j'en ai vendu une, et j'ai conservé l'autre, et je l'ai développée pendant près d'un quart de siècle. Donc j'ai été entrepreneur avant de rentrer en politique, avant de me confronter à l'élection. Et je suis rentré en politique, c'est-à-dire, quand je parle de politique, c'est le monde électoral. Eh bien, je me suis confronté dans le même temps que je dirigeais ces 2 entreprises. Et ça a été pour moi là aussi une découverte. Ce qu'il faut bien entendre, et ce qui explique tout ce dont on entend parler aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entrepreneur, et ça j'ai été confronté tout de suite à la réalité, c'est-à-dire que si l'entrepreneur ne sait pas résoudre un problème dans l'entreprise est fragilisée, l'entreprise peut disparaître. L'homme politique peut parfois vivre d'un problème sans le régler à travers des discours. Et donc, on voit tout de suite combien l'entrepreneur est différent de l'homme politique, puisque lui, il a l'habitude de régler les problèmes. Car, comme je le disais, un problème non réglé dans une entreprise, ça peut mener à la disparition de celle-ci. Donc,
quand vous avez un dossier dans l'entreprise, vous devez le résoudre, et notamment dans l'univers de la petite et moyenne entreprise, qui est l'univers de l'extraordinaire majorité de nos entreprises. Donc j'ai développé cette entreprise en province, comme je le disais. Je me suis confronté à l'international, je suis allé prendre les commandes. Comme tout entrepreneur, j'ai tenté d'innover, été très attentif au contexte social dans l'entreprise. Quand je dis contexte social, c'est un mauvais terme. En fait, dans le contexte de la communauté que forme l'entrepreneur dans la petite entreprise et ses salariés. Et je dois dire que l'une de mes fiertés, c'est de jamais avoir eu de syndicat dans l'entreprise et d'avoir constaté chaque année qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des élections, puisqu'il n'y avait pas de personnes qui voulaient se présenter et qui estimaient donc discuter avec moi directement. Ma porte était toujours ouverte, était la meilleure manière de régler les problèmes. Donc voilà. Et puis cet univers, ensuite, les aléas de la vie font que je me suis présenté aux élections et j'ai été élu député. Ça, c'était en quelle année ? En 93. D'accord. En 1993, j'ai été élu député alors que j'avais repris les deux petites entreprises qui comptaient plusieurs dizaines de salariés chacune en 82. Donc 11 ans après. Ah oui, d'accord. J'ai repris, j'ai été élu député et je suis arrivé à l'Assemblée. Et là, j'ai constaté combien, là aussi, il y avait un biais majeur dans la représentation nationale, puisque nous devions, sur 577 députés, nous devions être 5 ou 4 ou 5 à être de véritables entrepreneurs. Donc c'est dire si dans la composition de l'Assemblée nationale, la représentation de la société civile, comme on dit, c'est-à-dire de toutes celles et ceux qui vivent et agissent dans l'univers de la société, n'est pas représentée, ou certains corps sont surreprésentés. La fonction publique, par exemple, est surreprésentée à l'Assemblée nationale, que ce soit le corps enseignant ou la fonction publique stricto sensu. Et tout cela, évidemment, induit des difficultés à saisir la réalité de la vie dans la société française. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et si un jour quelqu'un s'intéresse aux travaux que j'ai faits à l'époque et aux propositions de loi, on retrouvera tout ce dont on parle aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire ce tropisme de la société publique à faire confiance à la haute fonction publique, voire à abdiquer de son propre pouvoir politique au profit d'une doctrine administrative qui se succède à elle-même malgré des alternances dites politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture administrative. Il y a une endogamie, en fait, une sorte d'endogamie des profils. Mais surtout le sentiment que cette politique administrative, vous savez, dans chaque ministère, moi j'ai été 3 ans et demi à Bercy, donc je sais ce qu'est une administration, du reste très active et très, très, très forte, comme on a à Bercy. Elle prépare, quand le ministre arrive, elle prépare ce qu'on appelle le dossier ministre, c'est-à-dire le dossier du ministre, ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit pouvoir faire et bien sûr ce qu'il ne peut pas faire. Et donc on a cette politique administrative qui se perpétue indépendamment des ministres qui changent. La haute fonction publique est inamovible. Elle est inamovible et ça date de la fin de la guerre. Il y avait besoin d'une neutralité de la fonction publique. Et donc cette neutralité, elle a été obtenue par une inamovibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de sanctionner ou de changer tel ou tel. Et donc, vous avez une
permanence de cette fonction publique qui fait qu'il reste, le ministre passe. Et c'est cet tropisme ce tropisme qui explique pas mal de choses sur la bureaucratie. Donc j'ai été un peu long pour expliquer ce que j'ai constaté tout de suite, c'est-à-dire cette hyperpuissance et donc la nécessité de faire une révolution culturelle qui fasse que la société civile fasse vraiment son entrée dans la société politique. Vous savez, et c'est justement un peu l'objet du podcast, en fait. C'est exactement cela. Et je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé en septembre de l'année dernière. En septembre de l'année dernière, j'étais avec quelques amis dans une grande propriété qui recevait les entrepreneurs de l'Hérault. C'était près de Montpellier. Et donc, le MEDEF organisait une réunion le jour de cette manifestation portée par l'extrême gauche qui s'appelait Bloquons tout. Le 10 septembre, certains voulaient bloquer la France. Et je me suis aperçu à cette occasion que la voix des entrepreneurs n'était pas assez puissante. Il ne s'agit pas de critiquer les organisations patronales qui existent et qui font leur travail, mais c'est un travail essentiellement de négociation. Et vous avez un jeu de rôle dans lequel les représentants patronaux parlent aux représentants de l'État et aux représentants syndicaux dans un jeu qui s'appelle le paritarisme et qui conduit à avoir une sorte d'habitude qui n'est pas aujourd'hui ce que recherchent les entrepreneurs. Les entrepreneurs constatent depuis quelques années qu'ils ne sont pas défendus. Ils ne sont pas défendus dans ce qui aujourd'hui est une des fonctions, des activités les plus importantes de l'État, enfin de la France et du monde entier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est la prise de risque. C'est la volonté de développer un projet et de participer ainsi à la formation de ce qu'on appelle le bien commun. Et les entrepreneurs constatent combien les préoccupations de la classe politique sont éloignées de cela. Dans beaucoup d'autres pays, l'entrepreneur, c'est celui qu'il faut choyer. C'est celui c'est le héros. C'est celui qui va apporter la solution aux problèmes du pays. Non pas en le fiscalisant, ni en lui mettant des impôts ou des charges, comme trop souvent en France on le fait, mais en le laissant libre d'exprimer ses initiatives, sa capacité de porter un projet, une vision qui va l'amener à être un entrepreneur. Et ce 10 septembre, j'ai décidé, avec quelques amis, devant l'attente de tous ces entrepreneurs, j'ai pris la parole quelques instants pour dire qu'il fallait aujourd'hui se mobiliser, qu'il fallait aujourd'hui défendre les valeurs de l'entrepreneuriat parce que personne ne le ferait à notre place. Et j'ai constaté combien cette attente était forte et c'est pour ça que j'ai créé le Cercle des entrepreneurs engagés. Ça tombe très bien qu'on parle du Cercle des entrepreneurs engagés parce que justement, j'aimerais bien que vous rentriez dans le détail. Qu'est-ce que vous comptiez, quel est l'objectif ? Et aussi, sur les sondages que vous avez réalisés, comment vous vous êtes organisé pour avoir suffisamment de sondés, que ce soit suffisamment équilibré, qu'il n'y ait pas que des entrepreneurs évidemment dans les sondés. Donc c'est ça, objectif et un peu les sondés. Donc le Cercle des entrepreneurs engagés, on a d'abord rédigé une charte. Il y a un site qui s'appelle cercle des entrepreneurs engagés.fr. On y va, on rentre dedans, c'est d'accès libre. Mais il n'y a que des entrepreneurs. C'est-à-dire que cette charte ne peut être signée que par des gens qui ont un numéro de SIRET, pour faire simple. Et aujourd'hui, on tangente les 800 entrepreneurs, ce qui, pour moi, est important, car l'idée forte
qui nous a réunis à quelques-uns et qui fait que nous nous engageons très fortement, c'est de devenir influent, de devenir une force puissante qui puisse être un contrepoids à un certain nombre d'initiatives venues de la classe politique qui peuvent obérer la bonne santé ou le développement des entreprises. Et il est fini le temps de l'entrepreneur qui attend qu'on le défende et qui s'en remette à tel ou tel pour le défendre. Non, ça n'existe pas. Si tant est que ça ait jamais existé. Trop souvent, l'homme politique considère l'entreprise comme créatrice de valeur ajoutée. Alors, à gauche, on pense que cette valeur ajoutée, elle est accaparée par les actionnaires. À droite, on y voit plutôt une vache à lait qui pourra financer un certain nombre de dépenses publiques. Moi, ce que je veux et ce que j'entends faire avec ce cercle des entrepreneurs engagés, c'est des entrepreneurs qui prennent part au débat public et qui défendent l'entrepreneuriat comme une des valeurs montantes du XXIe siècle, qui est en phase avec cette extraordinaire révolution technologique, de la révolution numérique, de l'intelligence artificielle, qui pousse aux initiatives individuelles. Et j'enrage lorsque je vois que toutes ces initiatives sont obérées, empêchées par un État tentaculaire en matière de normes, mais aussi en matière d'impôts et de charges, et qui est d'autant plus tentaculaire qu'il ne résout quasiment aucun problème. Donc il y a cette impuissance de l'État d'un côté, ces dépenses publiques qui sont exceptionnellement élevées dans notre pays, et une sorte d'atonie de la classe politique à l'égard de l'entreprise et des entrepreneurs et de la communauté des salariés qu'ils forment ensemble. Et donc, j'ai voulu ériger une force avec beaucoup d'autres. Je ne suis pas le seul, mais j'ai institué avec un certain nombre d'organisations, de mouvements, une coordination avec 300 pour la France, avec Pierre Gattaz, avec Trop c'est trop. Donc nous nous réunissons et nous agissons de concert. Ce que j'ai voulu bâtir, c'est une stratégie qui s'appuie sur l'opinion. Non pas l'opinion des entrepreneurs, parce qu'on la connaît, non, l'opinion publique. Et donc mes sondages, ce sont des sondages commandés par des instituts. Le premier sondage que l'on a délivré, c'est un sondage IFOP. Et les deux autres, puisqu'on a fait 3 sondages jusqu'à présent, c'est OpinionWay sur 2000 personnes, de l'opinion, non pas des entrepreneurs. Donc ça a une valeur très forte. Pourquoi ? Parce que ma conviction ou mon intuition, c'est que la société, l'opinion, est beaucoup plus mûre, est beaucoup plus en phase avec ce que nous disons, avec ce que nous portons, que la classe politique dans son ensemble. Et que si nous savons nous appuyer sur l'opinion en disant à la classe politique, nous avons l'opinion derrière nous, nous avons l'opinion derrière nous pour, par exemple, lutter contre cette technocratie administrative qui nous fait tant de mal. Et dans le dernier sondage OpinionWay que j'ai commandé, il y a 4 questions. Et la première, c'est « Êtes-vous d'accord ?» Nous interrogeons l'opinion pour qu'on rende incompatible l'appartenance à la fonction publique et un mandat de député ou de sénateur. Autrement dit, tout le monde peut se présenter aux élections. Mais si on est élu et si l'on est fonctionnaire, on doit démissionner. Et on rétablit ainsi une sorte d'égalité, parce que vous savez, j'ai fait des sacrifices pour être élu député. Et mon entreprise, mes entreprises, on a en partie pâti. Et c'est fort de cette expérience que je veux rétablir une sorte d'égalité. Mais qu'est-ce que ça démontre ? C'est que l'opinion est beaucoup plus mûre. Et nous avons l'ambition stratégique, au vu des échéances qui vont venir, des échéances électorales, de nous appuyer sur l'opinion pour dire à la classe politique, vous ne ferez pas cela. Vous ne pourrez pas faire cela, car l'opinion ne vous soutiendra pas, et nous, les entrepreneurs, on vous dira non.
Donc, par exemple, si tel ou tel parti avait la mauvaise idée de vouloir rétablir la retraite à 60 ans, alors qu'on a fait des réformes pour rallonger l'âge de départ en retraite, ce qui n'est pas et qui n'est pas une réforme exceptionnelle, mais qui avait le mérite d'exister. Bon, elle est suspendue ou abandonnée. Eh bien, nous dirons non. Donc, je me permets, du coup, sur le sondage, vous avez évoqué beaucoup de sujets parmi les 3 sondages vous avez faits. Et notamment, donc, il y a les sujets suivants. Donc, je vais les lister, hein. Il y en a quelques-uns. Donc, le rapport entre entrepreneurs et pouvoir public, le rapport entre la technocratie et la fonction publique, la fiscalité et les charges des entreprises, l'innovation et le principe de précaution, on reviendra là-dessus après, l'éducation et la culture entrepreneuriale, les retraites et la capitalisation du système de retraite, l'image des entrepreneurs dans la société, la question de la simplification administrative, et enfin, le travail comme autonomie et indépendance. Et donc, effectivement, en revenant sur votre sondage, j'ai sélectionné quelques statistiques qui sont très parlantes, en fait. Et ce ne sont pas des statistiques, en fait, ce sont des réponses de l'opinion. Ah, c'est ça, ce sont des réponses de l'opinion, notamment les premiers sondages. J'ai voulu mesurer ce que pensait l'opinion des entrepreneurs. Et j'avais l'intuition que l'entrepreneur était vu de manière beaucoup plus positive depuis quelques années que ça n'était le cas il y a maintenant 10 ou 20 ans, qu'il y a eu une très forte évolution. Pourquoi cela ? Parce qu'on s'est aperçu pendant le Covid que s'il n'y avait plus d'entreprise, plus rien ne marchait. On s'est aperçu que l'entrepreneur était quelqu'un qui pouvait bouger les choses. Et l'opinion, elle a intégré cela. Et lorsque vous interrogez comment l'a fait l'opinion sur l'entrepreneur, elle nous dit, eh bien, l'entrepreneur n'est pas assez écouté. Il n'a pas assez de place dans le débat public. On devrait l'écouter beaucoup plus. Et donc, cette perception beaucoup plus positive de l'entrepreneur, elle est pour moi très importante. Elle me permet, avec mes amis, de peser pour dire l'opinion nous soutient. Nous soutient, ouais, tout à fait. Et ensuite, on est passé, bien sûr, au fur et à mesure des sondages, puisque c'est la stratégie de s'appuyer sur l'opinion, et nous avons la chance que l'opinion valide ce que nous proposons. C'est le dernier sondage qui est très important pour moi, parce que pour la première fois, on pose des questions précises sur des réformes. Alors justement, je me permets de me couper, parce que justement, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres et qu'ensuite on puisse étayer. Donc il y a 3 chiffres. Trois chiffres s'il y en a plein, mais les 3 chiffres intéressants. Il y a 77% de l'opinion qui pensent que la France irait mieux si on écoutait davantage les entrepreneurs. Une autre statistique qui, moi, m'a beaucoup plu et qui est complètement alignée avec 300 pour la France et notre podcast actuel, c'est que un patron ferait un bon président. Il y a 58% des sondés qui ont dit ça. Et enfin, il y a 2 autres peut-être. Premièrement, 54% des sondés sont favorables à assouplir le principe de précaution dans la Constitution. On reviendra là-dessus. Et enfin, il y a 74% des sondés qui sont favorables à une part de capitalisation dans les retraites. Alors, mais moi, j'ai lu ça, je suis tombée des nues. Donc, et alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le sondage auquel vous faites allusion, le dernier sondage, a été fait sur 2000 personnes. Donc, c'est un sondage très représentatif de l'opinion. Ça a été réalisé par un des meilleurs instituts qui s'appelle Opinionway. Donc, on a une fiabilité des réponses qui est très intéressante et très importante. Le principe de précaution. Lorsque j'étais parlementaire, on va revenir là-dessus après, parce que vous avez dit que c'était parmi vos enjeux favoris. Donc, Oui, parce qu'il y a aujourd'hui, ce principe de précaution nous dit quoi ? Il a été intégré dans la Constitution pendant la présidence de Jacques Chirac. Ça a été une réforme de la Constitution. Et sur les 800 ou 900 parlementaires, puisqu'on a été réunis en congrès, j'étais parlementaire à l'époque, nous n'avons été qu'une trentaine à ne pas le voter. C'est dire combien les parlementaires étaient favorables à intégrer
ce principe qui était très dangereux. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il dit ce principe ? Il dit que s'il y a un doute raisonnable, que ça peut avoir des conséquences néfastes, vous devez vous abstenir. Vous ne devez pas agir. Effectivement, mais sans preuve scientifique à l'appui. C'est ça qui est assez fou, il me semble. Hein. Un doute. Ouais, c'est le doute raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, ce principe qu'on a intégré dans la Constitution a déclenché une réaction qui est, puisqu'il est intégré dans la Constitution et que si on ne respecte pas ce doute, eh bien, c'est du pénal, comme on dit, et on peut être mis en examen, il peut y avoir de gros sujets. Eh bien, ça a induit une sorte d'inertie et de capacité à geler l'innovation, ou en tout cas à la rendre moins possible. Le risque zéro n'existe pas. Et donc, vouloir y prétendre, c'est bannir tout processus de recherche qui pourrait porter un doute quant à l'expérimentation qu'on veut mener. Et donc, ce principe, il faut absolument le compléter ou le réformer. Et nous avons interrogé l'opinion sur cela, et l'opinion, elle répond à 54%, ce qui est quand même très fort, qu'on doit le supprimer ou le réformer. Donc l'addition de ceux qui souhaitent le supprimer et de ceux qui voudraient le réformer, elle est de 54%. Donc, elle est majoritaire par rapport au statu quo de l'opinion. Donc, on voit bien que l'opinion sent que intégrer des principes aussi inhibants dans la Constitution, ça n'est pas bon pour le mouvement et notamment pour l'extraordinaire mutation technologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier, ça a été vraiment pour moi très intéressant et c'est un programme que nous souhaitons porter, un programme présidentiel, c'est-à-dire que nous avons l'appui de l'opinion pour le mettre en œuvre. Ouais. Et celui qui voudrait prétendre à devenir président devra compter avec cette opinion et ces entrepreneurs qui disent attention au principe de précaution, attention à la haute fonction publique, et un troisième sujet qui est très important aussi, qui est l'enseignement de l'entrepreneuriat, ou plus exactement raconter dans les collèges et dans les lycées, mettre cela de manière structurelle dans les programmes, un cours sur l'entrepreneuriat dispensé par des entrepreneurs qui viendront raconter leur histoire et leur saga. C'est quelque chose de très important. Et là, l'opinion dit bravo, c'est ce qu'il faut faire à 80%. Et la quatrième question qui, pour moi, est importante, vous en avez parlé, elle est fondamentale, c'est que nous avons aujourd'hui des dépenses publiques qui sont les plus élevées, 57%, mais sur ces 57%, près de la moitié résulte des dépenses sociales. Et dans cette moitié, eh bien, le financement de nos retraites, assis sur le travail, est quelque chose qui pèse lourdement et qui rend les salaires nets beaucoup moins intéressants que les salaires bruts. Donc, en France, nous n'avons pas voulu introduire un système de capitalisation parce que nous nous sommes assis sur ce système né de l'après-guerre qui est appelé répartition et qui fait que ce sont les actifs qui financent les retraités dans le cadre d'une solidarité entre actifs et retraités. Le vrai drame, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités. Ce n'est pas un drame du reste, c'est les progrès et la longévité de la vie qui fait que beaucoup de gens vivent beaucoup plus vieux et donc il y a beaucoup plus de retraités. Mais il n'y a pas beaucoup d'actifs, en tout cas il y en a moins, pour financer ces retraités. Et le système uniquement assis sur la répartition conduit à une impasse. Et cela, la responsabilité de la classe politique est très forte. Et je me souviens que nous avions été trop peu nombreux à réclamer cette mise en œuvre d'un système qui soit aussi assis sur l'épargne, retraite, et la capacité à se constituer une retraite à travers
une mobilisation de son épargne. Nous avons loupé le coche il y a maintenant 20 ans. Et l'opinion le sait, l'opinion le dit. Elle dit que et ça, la réponse au sondage en question, elle dit que la retraite par capitalisation est plus viable que la retraite par répartition. Donc elle est beaucoup plus mûre, beaucoup plus responsable que ne l'est cette classe politique frappée d'immobilisme et qui aujourd'hui promet monts et merveilles, mais qui aurait été mieux inspirée de faire les mesures de bon sens qu'il fallait prendre il y a quelques années. Et justement, un petit aparté, parce que je me pose la question, comment est-ce possible que l'opinion ne soit pas assez représentée dans la classe politique et en partie les députés? Comment se fait-il qu'il y a un écart aussi important en fait, parce que... C'est lié aux conditions de l'élection. Un entrepreneur, c'est pour ça que je vous dis, on était 5 ou 6 à être entrepreneurs dans cette assemblée de 93. Un entrepreneur n'a pas de temps à perdre. Et il a délégué d'une certaine manière, cet entrepreneur, à un homme politique, le soin de le représenter. Mais cet homme politique ne le représente pas. Et aujourd'hui, c'est cette mobilisation qu'il faut porter pour que la classe politique comprenne que sans entreprise, pas d'entrepreneur, sans entrepreneur, pas de croissance, pas d'innovation, pas de création de richesse, pas d'emploi. Donc on a cette sorte de loi d'airain, de loi qui fait que c'est l'entrepreneur qui doit être au cœur de la réflexion et de la classe politique, et il en est à la marge. D'où mon appel à l'engagement des entrepreneurs. Il ne s'agit pas de s'engager en politique. Certains peuvent le faire. Il s'agit de s'engager pour porter une influence, un rapport de force ou une alternative, si cette alternative se crée. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. En tout cas, nous sommes une force en construction, en marche, comme dirait un président actuel et un ancien candidat. Mais notre marche, elle nous conduit sur le chemin que nous voulons emprunter, et elle n'est pas soumise à telle ou telle variation. Nous savons ce qu'est la création de richesse. Nous savons ce qu'il faut faire pour avoir des entreprises prospères, des entrepreneurs qui se sentent accompagnés, non pas aidés, accompagnés avec une bienveillance de la part de la puissance publique, et non pas un État tatillon qui veut réglementer et qui veut faire le bonheur des entrepreneurs à leur place. Donc voilà ce que nous voulons faire, et je suis assez confiant aujourd'hui, fort de cet appui de l'opinion. Très intéressant. Effectivement, ça fait un peu le lien avec l'objectif du podcast, qui est de mettre les entrepreneurs dans la peau d'un président. Vous avez été entrepreneur et vous réfléchissez sur les enjeux politiques et publics. Et donc, ma question pour vous, Hervé Novelli, c'est de vous demander quels sont, selon vous, les 3 enjeux absolument prioritaires pour faire en sorte que la France se redresse. Je vous en prie. Le premier enjeu, et tout ce que j'ai dit le démontre, c'est un enjeu culturel. Pourquoi culturel ? La culture doit changer dans ce pays. Et je veux que la culture administrative dominante, technocratique, bureaucratique, qui nous empêche d'agir ou qui nous conduit à agir moins fort et moins puissamment que nous le souhaiterions, cette culture change. Comment peut-elle changer ? Eh bien, en instaurant des règles nouvelles pour que la représentation nationale, le député, les députés, ressemblent beaucoup plus à la France qui entreprend qu'auparavant. C'est pour ça que je souhaiterais, comme en Angleterre, qu'il y ait cette incompatibilité entre l'appartenance à la fonction publique et le mandat de député ou de sénateur. Mais au-delà de cette mesure ponctuelle, il s'agit bien de redistribuer les pouvoirs. Vous savez, il y avait un slogan pendant la campagne de Mitterrand, ça nous ramène à loin, qui disait « Ils veulent garder le pouvoir, nous voulons vous le rendre ». Et évidemment, ça n'a pas été fait.
Évidemment, le pouvoir n'a jamais été aussi concentré qu'à cette époque-là, mais mon ambition, c'est la redistribution des pouvoirs. Je ne crois pas aux mesures chiffrées du thème on va baisser de 300 milliards, 400 milliards la dépense publique, on va supprimer toutes les agences et le problème sera résolu. Je crois à une méthode de réforme de l'organisation de l'État, des missions de l'État, à partir de cette redistribution des pouvoirs. Il faudra deux manières de redistribuer ces pouvoirs. La première, c'est de redistribuer le pouvoir de manière verticale entre l'État, les collectivités, les régions, jusqu'à la commune, jusqu'à l'individu. Il faut que la responsabilité descende selon un principe de subsidiarité bien connu qui fait que vous ne déléguez à un échelon supérieur que ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. C'est simple à comprendre, on a fait l'inverse. Donc cette redistribution verticale, c'est une des priorités et je n'aime pas les mots bureaucratiques de décentralisation, de déconcentration. Il s'agit bien d'une réforme basée sur le principe de subsidiarité, de redistribution des pouvoirs, moins de pouvoir à Paris, plus de pouvoir dans la commune, plus de responsabilités, y compris de lever l'impôt, au niveau le plus local, en fait. Le plus local, ce qui fait que l'électeur, l'opinion, elle sait qui est responsable de quoi, et donc elle peut le sanctionner si elle n'est pas satisfaite. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour un auteur exceptionnel qui s'appelle Tocqueville, qui, dans de la démocratie en Amérique, raconte son voyage aux États-Unis et montre combien les gens sont heureux lorsque la décision qui les atteint est prise le plus localement possible et le plus près possible du citoyen. Donc, déconcentration, subsidiarité, plus exactement. Vous avez bien fait de me reprendre. Subsidiarité pour que le pouvoir soit redistribué de manière verticale. Et puis, il y a une autre manière de redistribuer le pouvoir, c'est ce que j'appelle cette redistribution des pouvoirs horizontale par rapport à l'État et à la société. Il faut absolument que la société reprenne un certain nombre de missions qui sont mal exercées, peu exercées par l'État ou de manière inefficace. Et donc, ça s'appelle les missions de l'État. Les missions de l'État, eh bien, un grand nombre de ces missions doivent être aujourd'hui passées à la société civile, aux associations, aux délégations, pour que les missions de l'État soient concentrées sur ce qui fait vraiment le cœur le régalien, des missions, quoi. Le régalien, avec une évolution du régalien sur des questions d'autonomie stratégique en matière alimentaire, en matière de santé. De défense, probablement aussi. Alors, défense, bien sûr, défense, sécurité intérieure, diplomatie, mais ce remusclage d'un État concentré et doté de toute sa puissance sur les missions fondamentales doit s'accompagner d'un délestage sur des missions qui sont toujours exercées par l'État alors qu'elles pourraient l'être aussi bien et mieux avec beaucoup moins de dépenses que par ce qu'on appelle la société civile au sens large. Vous savez, tous les pays qui ont réussi à faire baisser la dépense publique l'ont fait non pas à coups de hache, non pas avec des yaks à foncon, mais en réfléchissant au remodelage des missions de l'État, que je pense au Canada dans les années 90, je pense aux pays scandinaves plus près de nous et aussi historiquement plus près dans les réformes qu'ils ont portées. C'est possible, c'est faisable et en quelques années. Donc, mais encore faut-il que nous lancions ce débat.
Encore faut-il que l'opinion nous valide, l'opinion nous soutienne. Et là, je vous le dis, nous le ferons. Et ça n'est pas 5% de baisse de la dépense, mais près de 30% qui sera ainsi redistribué entre l'État. Et ce sera très bien pour l'État qui retrouvera des moyens pour le régalien et la société qui effectuera un nombre de missions qui sont aujourd'hui effectuées par l'État sans aucune efficacité, avec une grande gabegie de dépenses publiques. Je vous dis seulement une chose, comment ne pas être frappé de voir que l'architecture gouvernementale est la même que depuis la fin de la guerre. Il y a un seul ministère qui a disparu, c'est le ministère des télécommunications, tout simplement parce qu'on a privatisé France Télécom pour devenir aujourd'hui Orange avec un univers concurrentiel. C'est très peu quand même en près de plus de 50 ans de, que dis-je, près de 80 ans après la guerre. Nous en sommes toujours dans cette architecture il faut vraiment en sortir parce que nous avons des défis exceptionnels à relever en matière d'innovation. Je le disais, le monde qui vient est un monde où l'initiative va devenir clé, où l'innovation va devenir la variable entre les pays qui déclineront, qui seront de second rang, et les pays qui maîtriseront et surferont sur cette vague d'innovation qui nous vient de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle. Donc c'est aujourd'hui vraiment crucial que de porter cela, et je veux le faire avec les entrepreneurs. C'est pour corroborer votre point sur la réforme de la réforme de la mission de l'État. Notamment, j'ai vu un indice de compétitivité fiscale qui nous place au dernier rang. On est 38e sur 38 des pays de l'OCDE parce que la pression fiscale en France est beaucoup trop élevée, en fait. Oui, mais il y a des raisons pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles la fiscalité dans notre pays, nous sommes les champions du monde en matière de pression fiscale. Pourquoi ? Parce qu'on a des dépenses qui sont tellement importantes que nous devons trouver des recettes et qu'il n'y a pas beaucoup de baguettes magiques pour comprendre que les recettes, elles viennent de l'impôt ou de l'endettement. Nous avons utilisé les deux. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. L'os est nu, comme on dit. Et je pense qu'il est temps, et j'espère, en tout cas je suis convaincu que l'opinion nous soutient dans cette volonté de changement. Le changement, il a été galvaudé. Le changement, ça a été quasiment une escroquerie depuis des décennies, car il n'y a pas eu de changement. Car la classe administrative dont je parlais tout à l'heure s'est succédée à elle-même durant ces changements. Aujourd'hui, le véritable changement, il portera sur les missions de l'État et sur cette redistribution des pouvoirs que j'appelle de mes voeux et dont j'ai essayé d'esquisser un certain nombre de modalités. Mais là encore, c'est l'opinion qui nous poussera. Et fort de cet appui, j'espère convaincre la classe politique, ceux qui seront aux manettes en 2027, de ne pas faire de bêtises et de ne pas réagir de manière stupide aux défis qui viennent. Donc c'est vraiment pour moi très important que de constituer cette force. Il ne s'agit pas de contester l'existence de telle ou telle organisation, il s'agit de bâtir une force agissante de la société civile représentée par ces entrepreneurs qui vont dire aux politiques « ça, vous ne pouvez pas le faire ». Vous ne devez pas le faire, nous nous y opposerons. Et vous savez, pour terminer, j'ai été très marqué par un livre qui a été écrit par une journaliste philosophe américaine qui s'appelle Ayn Rand, qui a écrit un énorme bouquin dans les années 60 qui s'appelle « La grève », qui a été traduit comme cela. Le nom américain
The Riots, non, peut-être non. The C'est Riots, non. non, c'est pas ça s'appelle Atlas Struggle, c'est-à-dire Atlas enchaîné. Atlas étant cette figure de l'homme. Et elle raconte dans ce livre que les entrepreneurs se retirent. Faute d'être entendus, faute d'être écoutés, considérés, ils se retirent dans leur ensemble et le pays s'arrête et le pays meurt. Et c'est cela que je voudrais qu'on comprenne, que la classe politique le comprenne, l'opinion l'a bien compris. Eh bien, j'espère que la classe politique, il y a encore quelques mois, pour qu'elle prenne la mesure des défis qui sont devant nous et qu'on sorte enfin des postures qui nous ont fait trop de mal depuis maintenant quelques décennies. Tout à fait. J'ai juste une remarque à vous faire et après on va peut-être conclure. Sur la remarque, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu dans l'ADN français, un peu le contrat social tel que défini par Jean-Jacques Rousseau, justement de concéder à l'État beaucoup de responsabilités et qu'on est en fait d'accord, il y a un consensus et en tant que Français, on est quand même habitué à un certain niveau de prestations sociales. Je veux dire, aujourd'hui, si on enlevait des éléments, notamment de la sécurité sociale, mais au-delà de la retraite, on est tellement heureux de pouvoir se soigner gratuitement, etc. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pensez... Ma question, mais vous l'avez comprise, c'est comment on va réussir à arbitrer ? Est-ce que les Français sont prêts à arbitrer et comment ? Alors, vous avez parfaitement raison de penser qu'il y a une spécificité française. Et c'est vrai. Quand on regarde les pays qui composent l'Europe, l'ancien monde, si j'ose dire, seule la France s'est faite à travers une centralisation très forte. Les rois capétiens ont été des rois d'Île-de-France, dirigeants de Paris, et l'État est né en même temps que la nation française. Nous sommes le seul pays à avoir confondu État et nation. Et en Italie, l'Italie s'est faite de manière beaucoup plus progressive à travers une fédération des villes. L'Italie, ce sont des villes. L'Allemagne et l'Espagne, ce sont des régions. Et ça explique combien le fédéralisme qui est porté par ces pays les rend peut-être aujourd'hui plus réactifs par rapport à cette ouverture au monde qui est la marque de notre époque. Donc ça, c'est le premier sujet qui montre et qui démontre ce que vous venez de dire sur cet attachement à l'État qu'on confond avec la nation. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé l'État-providence après la guerre, qui a fonctionné parce qu'il y a eu une croissance très forte, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, une croissance très forte qui a permis de financer cet État social. Aujourd'hui, cette croissance a disparu. La productivité française, pour de multiples raisons, il faudra encore un autre podcast pour l'exprimer, mais cette productivité est très faible. Elle se traîne entre 0 et 1%. Et donc, les gains de pouvoir d'achat liés à cette productivité sont très faibles. Et ça explique cette angoisse, ce sentiment que dans la société française, il est difficile de s'en tirer. Et donc, il est hors de question de pratiquer des coupes sauvages dans cette protection sociale. Par contre, il est nécessaire de trouver les bonnes méthodes. Et quand je parle du financement des retraites avec la capitalisation, c'est un des sujets qui peut faire baisser les charges liées à ce financement des retraites. Et puis, vous avez les autres indications de protection sociale que sont l'assurance maladie, où il y a un certain nombre de projections qui peuvent être faites et venir diminuer là aussi les dépenses sociales improductives. Vous avez tout le sujet de l'assistanat qui est très très important dans notre pays avec le minimum
vieillesse, mais surtout le RSA, tout cela nécessite d'être géré au plus près, d'être encadré beaucoup mieux, et pour que cet état social laisse la place à un État qui gère mieux et qui évite... Qui soit plus juste aussi, probablement. Qui soit plus juste et qui aussi lutte contre des dépenses indues. Donc voilà, il ne s'agit pas de mettre à bas l'État social. Par exemple, lorsque il faut proposer cette prestation sociale unique, donc j'ai vu que le gouvernement ne la mettra pas à l'ordre du jour, parce que, semble-t-il, elle est difficile à mettre en œuvre, mais il le faut. Parce qu'il est hors de question qu'à l'addition des prestations, qu'elles soient nationales, régionales, départementales ou locales, permettent à certains de gagner plus que le travailleur pauvre qui est au SMIC. Donc il y a tous ces sujets. Il faut ne pas hésiter à les mettre sur la table. Il y a aussi l'initiative individuelle. Je m'en voudrais de ne pas avoir parlé un instant du statut que j'ai créé en 2009, le statut de l'auto-entrepreneur, qui a permis à des millions de Français de compléter soit leur retraite, soit leurs revenus, en opérant une sorte de flexibilité dans le travail aussi rigide que celui qu'on nous propose dans notre pays. Vous savez, il y a des mutations sur le travail, dans le travail, qui sont à l'œuvre. Dans les années 2000, il y avait 2 millions de non-salariés. Aujourd'hui, il y en a entre 4 et 5 millions. Grâce à ces statuts simplifiés, eh bien, il faut aller là aussi vers une flexibilité plus grande, une place plus grande offerte à ce qu'on appelle de manière péjorative en France les freelances, mais qui sont des dizaines, des centaines de millions dans beaucoup d'autres pays. Donc il faut que nous soyons attentifs à ces nouvelles formes de travail, à ce qui vient, parce que c'est vrai que nous ne ressusciterons pas le travail à la chaîne de Charlie Chaplin dans les temps modernes, voire même le travail en usine avec des salariés. Tout ce qui est robotisable sera robotisé, et notre défi, il est de faire en sorte que toutes ces personnes qui trouvent des activités grâce à un gigantesque effort de formation et d'adaptation aux métiers qui viennent, dont on ne connaît pas aujourd'hui la réalité. Il est de bon ton de sacrifier au catastrophisme ambiant. Je crois absolument l'inverse. Je suis un tenant de la théorie démontrée de Schumpeter sur la destruction créatrice, c'est-à-dire cette idée qu'un certain nombre de métiers dépassés vont voir des salariés perdre leur emploi, mais vont trouver dans des métiers en devenir qui vont émerger, eh bien, une capacité à pouvoir exercer de nouvelles activités. Le seul sujet sur lequel Schumpeter ne s'est pas appesanti, c'est le temps. Entre la disparition d'un métier, d'une activité, et l'apparition d'un nouveau métier, eh bien, ce temps-là qui existe entre les deux, c'est la formation qui peut le résoudre. Merci beaucoup Hervé Novelli pour votre temps. Merci à vous, c'était pour moi très important, et si je pouvais conclure d'un mot, je dirais que l'heure est à la mobilisation, l'heure est à l'action, l'heure est aux propositions, en cohérence avec ce que souhaite l'opinion. Qu'est-ce qu'elle veut, l'opinion ? Elle veut plus de liberté. Elle en a marre d'un État tatillon qui nous enferme, alors que des fenêtres de liberté sont offertes par les nouvelles technologies, par ce monde qui vient devant nous et qui est porteur de promesses. Encore faut-il qu'il y ait une sorte de vision pour faire en sorte que ces promesses deviennent des réalités. Donc je le dis, eh bien, avec le cercle des entrepreneurs engagés, avec beaucoup de mes amis, on va faire en sorte d'ériger cette influence, ce rapport de force, pour que, avec l'appui de l'opinion, nous convainquions la classe politique qu'il faut agir différemment.
Merci beaucoup. Merci à vous.